Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au terme d'une longue nuit, l'Assemblée nationale béninoise a adopté à l'aube du samedi 15 novembre 2025 une vaste révision constitutionnelle. Le texte instaure un Sénat et allonge les mandats du président de la République, des députés et des maires à 7 ans. Khadija Traoré pour le commentaire. Au Bénin, le projet de révision de la Constitution introduit par 2 députés de la majorité parlementaire a été voté sans difficulté. Le pays se dote désormais d'un Sénat et augmente les mandats des élus de 2 ans. Dans une plénière qui s'est étendue de la soirée du vendredi 14 au petit matin du samedi 15 novembre, les députés de la 9e législature ont procédé à la seconde révision majeure de la Constitution depuis celle de 2019. Tout commence par le vote de la recevabilité du projet. À bulletin secret, 87 députés se prononcent pour 22 contre sans aucune abstention. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, propose alors de suspendre la séance pour reprendre l'examen. Quant au fond du projet, le lundi 17 novembre, face à l'opposition de plusieurs élus, des débats se poursuivent immédiatement. Quelques heures plus tard, le texte est adopté par 90 voix pour 19 contre, atteignant ainsi la majorité des 4/5 requises. Au total, 15 nouveaux articles ont été créés et 18 autres modifiés, remodelant en profondeur l'architecture institutionnelle du pays. La révision consacre la naissance du Sénat, 2e chambre du Parlement, jusqu'à là monocamérale. L'article 79 modifié stipule désormais que le pouvoir législatif s'exerce à travers 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon l'article 113.1, cette nouvelle institution est chargée de réguler la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. D'après une source parlementaire citée par Porto Novo, le Sénat, conçu comme un véritable conseil de sages, il devrait compter entre 25 et 30 membres, mais la personnalité désignée est membre de droit. Aucun sénateur ne pourra siéger au-delà de 85 ans. Le Sénat aura notamment la possibilité de demander, au même titre que le président de la République, une seconde lecture d'un texte voté par l'Assemblée nationale, exception faite de certaines, comme la loi de finances. Président de la République, l'article 42 modifié consacre le passage du quinquennat au septennat, renouvelable une seule fois. La limitation à 2 mandats maximum dans une vie reste toutefois inchangée. Députés, leur mandat est désormais de 7 ans, renouvelable. L'article 80 modifié précise qu'un député démissionnaire de son parti perd automatiquement son mandat. Maires et conseillers communaux, leur mandat passe également à 7 ans renouvelables. Ces dispositions entreront en vigueur dès les prochaines élections générales prévues en 2026, modifiant le calendrier politique à long terme. Avant cela, elles devront passer l'étape du contrôle à conformité à la Cour constitutionnelle et celle de la promulgation par le président Patrice Talon. Conflit dans l'est de la RDC, Kinshasa et les rebelles M23 AFC scellent une feuille de route décisive à Doha. Cet accord cadre de paix n'est pas un accord final devant mettre fin à la guerre. Khadija Traoré. Le gouvernement de la RDC et la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, ont signé samedi à Doha une nouvelle feuille de route destinée à encadrer les prochaines négociations en vue d'un accord de paix global dans l'est du pays. Ce document, baptisé Cadre de Doha, a été paraphé lors d'une cérémonie en présence de représentants des 2 parties ainsi que de médiateurs qataris, américains et de l'Union africaine. Selon les informations recueillies, il ne s'agit pas encore d'un accord final, mais d'un texte définissant la méthodologie, les propriétés et le calendrier de discussion à venir. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti d'aucune cause contraignante. Il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que les protocoles soient débattus, négociés, discutés l'un après l'autre jusqu'à ce que la conclusion finale d'un accord de paix. Le chemin est encore long, a déclaré depuis Doha Benjamin Mbonipa,
négociateur principal des rebelles. Ceci fera suite à une déclaration des principes signée le 19 juillet 2025 et pas vraiment appliquée à ce jour. La réalité est que l'on est toujours dans la réaffirmation des principes et non encore dans les négociations directes et les concessions réciproques pour la paix durable, a précisé auprès de l'agence Anadolu le député honoraire congolais et l'expert Juneval Munumbo. Le document consulté par l'agence Anadolu comprend 8 chapitres consacrés aux causes profondes du conflit qui devront être négociés avant la conclusion d'un accord de paix formel. Le négociateur en chef du Qatar, Mohamed Al-Koulaifi, a qualifié la signature du moment historique, affirmant que les médiateurs poursuivraient leurs efforts pour obtenir une désescalade réelle dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Depuis plusieurs mois, Doha, Washington et l'Union africaine tentent de favoriser un dialogue direct entre les belligérants dans un contexte marqué par la prise des villes de Goma en janvier et de Bukavu en février par le M23. Le cadre de Doha prévoit que les deux parties réaffirment un cessez-le-feu permanent et confirment leur engagement à libérer les prisonniers conformément aux engagements déjà pris en septembre et octobre 2025. Dans les 2 semaines suivant la signature, plusieurs protocoles devront être finalisés, notamment sur l'accès humanitaire, les arrangements sécuritaires, le désarmement, démobilisation, insertion DDR, le retour des déplacés, la restauration de l'autorité de l'État, la relance économique et la justice transitionnelle. Le texte insiste sur la nécessité de traiter les causes profondes des violences persistantes dont la discrimination, la fragmentation communautaire et la gouvernance locale. Cette signature intervient alors que les combats se poursuivent dans l'est du pays, notamment dans le territoire de Walikale, au nord Kivu et dans les hauts plateaux du sud Kivu. Le dirigeant soudanais exclut toute trêve ou paix avec la milice FSR tant qu'elle ne déposera pas les armes. Cette guerre ne prendra pas fin par des négociations ou une trêve, mais par la défaite de la rébellion, déclare Abdel Fattah al-Burhan. Commentaire signé Moussa Fomba. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a rejeté vendredi tout cessez-le-feu ou accord de paix avec les forces de soutien rapide FSR tant que le groupe paramilitaire rebelle ne déposera pas les armes. Soit nous les éliminons, soit nous continuons à les combattre jusqu'à la mort, mais il n'y aura ni trêve, ni négociation, ni paix avec eux, a-t-il ajouté. Le chef soudanais a affirmé que tous les Soudanais ont été brûlés par cette guerre, précisant que l'unité nationale et le destin partagé du pays restent intacts. Burhan a insisté sur le fait que l'armée est déterminée depuis le début à ne mettre fin à cette guerre qu'avec la fin de ces rebelles. Les Soudanais ont souffert aux mains de ces rebelles. Ils ont tué, torturé, pillé et brutalisé des civils et ils ne recevront rien de nous si ce n'est goûter à la souffrance, a-t-il ajouté. Nous assurons à notre peuple que ces tueurs et criminels n'ont pas leur place au Soudan. Si vous voulez la paix, rassemblez ces mercenaires en un seul endroit et récupérez leurs armes. Sans cela, personne ne discutera avec eux, a-t-il déclaré. Burhan a appelé chaque Soudanais capable de porter les armes à rejoindre le combat, soulignant que cette guerre ne se terminera pas par des négociations ou une trêve, mais par la défaite de la rébellion. Plus tôt cette semaine, l'envoyé américain Massad Boulos a exhorté les parties belligérantes soudanaises à accepter immédiatement et mettre en œuvre une trêve humanitaire proposée, sans fournir de détails. La semaine dernière, les FSR ont indiqué avoir accepté de rejoindre une trêve humanitaire proposée par le groupe Quad, composé des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et des Émirats Arabes Unis. Le conflit entre l'armée et les FSR, déclenché en avril 2023, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 40 000 personnes ont été tuées et 12 millions déplacés. Le mois dernier, les FSR ont pris la capitale du Darfour Nord, El Fasher, et ont été accusés de massacre. Le groupe contrôle les 5 États du Darfour sur les 18 que compte le Soudan, tandis que l'armée détient la majorité des 13 autres États, dont Khartoum. Voyons à présent le reste de l'actualité internationale commentée par Moussa Fomba. Le Sénégal suspend les importations de riz. Les producteurs locaux saluent la mesure. Auparavant, les producteurs de riz de Dagana tiraient la sonnette d'alarme.
sur le risque que 195 000 tonnes de riz paddy et usiné restent invendues au profit du riz importé. Contacté par Sputnik Afrique, le porte-parole des producteurs du riz de la vallée de l'Anambé a indiqué que la décision des autorités était la bienvenue. Si un producteur qui a son stock et qui a un magasin n'arrive pas à vendre, c'est un problème. Mais s'il arrive à écouler son stock, là, ça va lui permettre de produire davantage, explique Moussa Boiro. Pour sa part, le directeur du commerce intérieur au ministère du Commerce a souligné le caractère temporaire de la mesure, censée permettre que le riz sénégalais puisse intégrer de manière beaucoup plus pérenne le dispositif de distribution. Ahmadou Bambandao a reconnu que les stocks de Dagana ne suffisaient pas à couvrir la demande nationale qui est à plus de 1,2 million de tonnes. Mais nous avons dit que c'était nécessaire de faire profiter le riz sénégalais, a-t-il insisté. Les États-Unis recherchent un remplaçant pour Volodymyr Zelensky et invitent divers membres du régime de Kiev à Washington, a déclaré à l'agence d'information russe TASS l'ancien premier ministre ukrainien Nikolai Azarov. Je sais que depuis environ 6 mois, les Américains discutent activement avec certains politiciens du régime de Kiev, les rencontrent et les invitent à Washington. Ils cherchent à se faire une opinion à leur sujet, à trouver une personne qui pourrait remplacer Zelensky, a-t-il déclaré. Selon lui, le scandale de corruption actuel impliquant des membres du cercle rapproché de Zelensky en est la preuve. Selon Azarov, il est difficile de prédire l'évolution de la situation en cas de démission de Zelensky. À son avis, personne sur la scène politique ukrainienne n'est actuellement en mesure de garantir le développement normal du pays. Le 10 novembre, le Bureau national anticorruption et le parquet spécialisé anticorruption d'Ukraine ont annoncé une vaste opération baptisée Midas visant à démanteler un important réseau de corruption dans le secteur de l'énergie. Des perquisitions ont été menées au domicile de Timur Mindic, souvent présenté comme l'homme de confiance de Zelensky, ainsi qu'à la résidence du ministre de la Justice, German Gulachenko, ancien ministre de l'Énergie, et dans les locaux de la société Energoatom. L'enquête a révélé que les participants à ce système avaient blanchi près de 100 millions de dollars. Des accusations ont été portées dans cette affaire contre Igor Mironiuk, ancien conseiller du ministre de l'Énergie, Dimitri Bassov, directeur exécutif de la sécurité d'Energoatom, les hommes d'affaires Alexander Zuckerman et Igor Furchenko, Lesia Ustimenko et Lyudmila Zorona, ainsi que contre l'ancien vice-premier ministre Alexei Chernyshov, également considéré comme un proche de Zelensky. Mindic a quitté le pays quelques heures avant le début des perquisitions et se trouve actuellement en Israël. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a proposé à l'administration américaine de prendre le contrôle de la majorité des réserves pétrolières de son pays, a écrit le New York Times. Selon ce rapport, le dirigeant vénézuélien a fait cette offre dans l'espoir d'éviter une confrontation militaire entre son pays et les États-Unis. Selon les sources du journal, le président américain Donald Trump a rejeté l'invitation à négocier, mais l'offre reste valable. Le renforcement militaire en cours au large des côtes vénézuéliennes conférerait à Washington un moyen de pression supplémentaire sur Maduro. Vendredi, Trump a déclaré avoir pris sa décision concernant les actions futures de son pays à l'égard du Venezuela, sans toutefois donner de détails. Il a cependant reconnu que son pays avait réalisé d'importants progrès dans la lutte contre le trafic de drogue. Les médias américains ont rapporté à plusieurs reprises que les États-Unis pourraient bientôt lancer des frappes contre les cartels de la drogue au Venezuela. Cependant, le 31 octobre, Trump a déclaré qu'il n'envisageait pas de frappes sur le territoire vénézuélien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et belle semaine.